Bienvenue dans le débrief. C'est fait. Le Conseil de sécurité de l'ONU a finalement voté sa résolution pour le renouvellement du mandat de la MINURSO pour 1 an. Initialement prévu pour être adopté le mercredi 27 octobre, le vote a été reporté à vendredi 29 et les 15 membres du Conseil se sont finalement prononcés, approuvant la résolution par 13 voix contre 2 abstentions, celles des Russes et des Tunisiens. Comme les années précédentes, l'Algérie a exercé une très forte pression pour empêcher une adoption de cette résolution, tout en se disant non partie du conflit où le Polisario reste l'instrument de sa diplomatie dans son animosité contre le royaume. Mais contrairement aux années précédentes, cette fois, Alger avait annoncé avec fracas son refus du format des tables rondes, initié voici 4 ans par l'ancien envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Horst Köhler. Il semblerait que sa position ne soit plus tenable, la position algérienne, même pour ses alliés. La résolution 2602 qui circulait depuis ce mercredi a donc été votée sans modification. Le travail du nouvel envoyé personnel, Staffan de Mistura, peut donc commencer. Le diplomate devrait entamer une visite dans la région afin de se conformer au terme de la résolution en appelant les 4 parties à se rencontrer. Que fera donc Alger? Comment réagira le Polisario? Quelle est la réaction du Maroc? Nous en parlerons avec nos 2 invités. Mohamed Cheikh Biadillah, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien président de la Chambre des conseillers, vous êtes ancien ministre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Zakaria Aboudahab, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université Mohamed V à Rabat. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Alors, un premier commentaire, messieurs. Question ouverte. Un premier commentaire. Le Maroc se félicite. L'Algérie ne dit rien jusqu'à maintenant. Son agence de presse se contente de rapporter l'information. Mohamed Cheikh Biadillah. Très bien, merci beaucoup. Je pense que pour commenter, pour répondre à ces questions, il faut s'imaginer le contexte international dans lequel se développent ces problèmes. Avec les fouets de tension dans le monde, avec le Brexit, la crise des sous-marins, l'émergence de la Chine. Sous-marins France, Australie et États-Unis. C'est ça. La Chine qui pointe du nez, la Fédération de Russie qui est là. Donc c'est l'image du nouvel ordre international est un mouvement. Et évidemment, ces tectoniques qui sont très lointaines influencent les discussions au niveau du Conseil de sécurité. Et donc, on ne peut pas comparer cette résolution avec ce qui s'est passé l'année dernière, par exemple. Nous sommes à un autre monde. Et en plus, le numérique et les fake news influencent tous les jours les décideurs. Mais il y a des constantes. Et je pense que les constantes restent. Et donc, les États-Unis ne peuvent pas changer du jour au lendemain leur comportement. Et la résolution doit être identique à celle de l'année dernière. Donc, ils reconduisent. C'est vrai, c'est intéressant ce que vous dites sur les évolutions, les mutations mondiales, sachant que pour le géopolitologue, l'une des régions les plus actives dans le monde actuellement est bien celle du Sahel, c'est-à-dire la région Nord et Ouest Afrique. À vous, Zakaria Aboudahab, un premier commentaire global, général. Merci de l'invitation. Je suis heureux d'être avec Biadillah, docteur Biadillah. Je crois que la résolution a été accouchée un peu dans la difficulté, puisqu'il y a eu une sorte de suspense. Et les Marocains en général, je crois, se sont beaucoup intéressés à son adoption, compte tenu justement du contexte, surtout régional, avec la tension qui a monté d'un cran depuis au moins la crise de Guerguerat et l'intervention réussie des forces armées royales. Et donc, l'élimination des milices du Polisario qui avaient bloqué ce passage. 1, 2, dans un contexte, on le sait, avec un changement de posture géopolitique de grande puissance, notamment les États-Unis, en notre faveur. Il y a eu également des exercices militaires qui se sont déroulés au sud marocain. Et puis, cette tension avec l'Algérie, comme vous le savez très très bien, rupture unilatérale des relations diplomatiques, fermeture de l'espace aérien aux avions marocains, etc., qui s'assimilaient plus ou moins à une sorte de déclaration de guerre dissimulée. Et quelque part, donc, cette résolution devait prendre en considération ce contexte qui est très tendu et en même temps essayer de
donner la légitimité quant à la nomination d'un nouvel envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, qui est M. Staffan de Mistura, et avant lui, la nomination d'un représentant spécial. Il y a le chef de la MINURSO, si vous voulez, M. Alexander Ivanko. Donc moi, je crois, pour résumer, à mon sens, c'est un gain diplomatique pour le Maroc. Maintenant, c'est la manière avec laquelle nous, Marocains, on va utiliser cette résolution 2602 pour aller de l'avant et finalement montrer la pertinence et la primauté du plan marocain d'autonomie. Je crois que c'est cela, aujourd'hui, la question fondamentale. Donc ça va être très intéressant à voir, on en parlera. Alors, Dr Biazile, l'ambassadeur Omar Hilal, a remercié le pen holder, comme on l'appelle, c'est-à-dire le rédacteur de cette résolution, c'est-à-dire le diplomate américain, pour la présentation et la négociation de cette résolution. Est-ce qu'on peut considérer, contrairement à ce que vous avez dit à votre première prise de parole, où vous dites que bon, il fallait que cette résolution soit la même que celle de l'année dernière, est-ce qu'on peut parler d'une évolution dans le comportement, dans la réaction américaine au Conseil de sécurité après la reconnaissance de la marocanité du Sahara? Quand on lit la résolution de façon attentive, on est étonné de voir que l'image qui se dégage est que la communauté internationale est contre l'Algérie. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, M. Bourita, dans sa conférence de presse, a tiré 5 leçons, et les 5 leçons sont dirigées vers l'Algérie et le Polisario. Et donc, M. Hilal, qui a une très grande expérience, a vraiment raison de se féliciter de cette résolution. Moi, vous êtes discret, vous n'avez pas voulu continuer. Je vais reprendre la phrase de M. Nasser Bourita que j'ai trouvée très intéressante pour les 12 mois à venir. Le problème n'est pas entre l'Algérie et le Maroc, il est entre l'Algérie et la communauté internationale. C'est vrai que pour cette question de refus de table ronde, mais on ne va pas devancer les choses, on va y aller dans l'ordre. Est-ce que vous voyez une différence, Zakaria Boudahab, dans la réaction américaine entre l'année dernière et les années précédentes et cette année? Entre-temps, il y a eu le 10 décembre. Par rapport à la résolution, alors 25, c'était la 2548, adoptée en octobre 2020, et la résolution 2602. Donc, dans les discussions, je crois que les Américains sont dans une ligne droite ou une approche, si vous voulez, profonde, d'équilibrisme, si j'ose dire, mais on le sait très bien, ils sont principalement les vrais rédacteurs des résolutions concernant la question du Sahara, qui découle, il faut le rappeler, du chapitre 6 de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire le règlement pacifique des différends. Les États-Unis doivent tenir compte également de la présence de puissances comme la Russie, comme la Chine, en particulier. Bon, il y a la France, bien entendu, et le Royaume-Uni, mais c'est surtout par rapport, je crois, à la Russie. Quelle que soit la position des uns et des autres, il y a l'existant, il y a le résultat aujourd'hui, donc l'output. Et dans cet output précisément, ce qui est remarquable, c'est que le Conseil de sécurité se tient d'abord à une approche de compromis, une négociation, donc la reprise du processus politique, devant aboutir à une solution juste, durable, etc. Nous y reviendrons. Et fondamentalement, si l'Algérie cherchait à se dérober de sa responsabilité historique, régionale, tout ce qu'on veut, eh bien aujourd'hui, elle est devant ses responsabilités et justement devant la communauté internationale incarnée par l'ONU et plus particulièrement par le Conseil de sécurité. Très bien. Alors, il y a eu... L'Algérie a été citée 5 fois dans la résolution. Autant que le Maroc. Voilà. Oui, en tant que... C'est-à-dire qu'elle est véritablement partie. Et d'ailleurs, dans la première résolution, l'Algérie avait introduit en 1975 pays intéressés et concernés. Elle est intéressée, concernée, et donc elle ne peut pas se dérober. Absolument. Elle ne peut plus se dérober maintenant parce que c'est clair. Et puis, bon, comme on l'a dit au départ, dans une zone aussi remuante, aussi turbulente, il ne serait peut-être pas de meilleur ton de créer du conflit en plus. Alors, Dr Biazile, comment vous expliquez ces abstentions? Donc, la résolution 2602 a été adoptée donc, sur les 15 membres par 13 contre 2 abstentions. Les Russes et les Tunisiens. Comment vous interprétez ça, sachant que le Mexique et le Kenya, qui ont de bonnes relations avec le Polisario, ont voté pour? Moi, je pense que la Russie est notre amie. Même pendant la guerre froide, nos relations avec la Russie étaient excellentes. Et l'accord de pêche n'a jamais été interrompu entre le Maroc et les Russes. Évidemment, les Russes maintenant sont intéressés par la Syrie, par l'Algérie, pour pouvoir mettre le pied sur la berge sud de la Méditerranée.
Et n'oubliez pas que les Russes vendent leur matériel militaire, y compris la 5e génération des avions de chasse, à l'Algérie, le Sukhoi 57. Et donc, il est très difficile pour l'Algérie et pour les Russes de se comporter autrement. Pour la Tunisie, ça ne m'étonne jamais. Même pendant les années très difficiles, les Tunisiens, pendant le vote, l'ambassadeur fait toujours quelque chose pour s'absenter pendant le vote. Comme ça, le deuxième de la délégation tunisienne aux Nations Unies, ne peut pas voter. Et je n'ai pas d'instruction. Donc, de couper la poire en deux. Mais je pense que actuellement, la Tunisie, son attitude doit être expliquée par la pression du palais Mouradia en Algérie. C'est l'Algérie qui a fait sa pression. Et les Tunisiens ne peuvent pas faire autrement devant la puissance de leurs voisins immédiats, contigus, qui sont les Algériens. Donc ils sont soumis à une pression, et c'est pour ça qu'ils essaient, c'est ce que je disais, ils essaient de couper la pierre en deux sans faire. D'ailleurs, ils n'ont pas donné d'explication. C'est une abstention, donc on comprend selon d'après ce que vous dites. Alors, Zakaria Abou Dahab, on va faire appel à vos talents, donc vos compétences d'enseignant, pour nous expliquer cette phrase qui revient depuis au moins une dizaine d'années, donc en termes de droit international. Ce que ça veut dire, une solution pragmatique, durable, politique, mutuellement acceptable et basée sur le compromis. Je suppose qu'en langage diplomatique, on n'aime pas trop les répétitions, et donc chaque chose veut dire quelque chose de particulier. Comment vous expliquez ça? Ça veut dire quoi, pragmatique? On connaît les termes en français, mais enfin, en termes de droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut sortir des sentiers battus et ne pas trop camper sur des positions qui sont antinomiques, antagoniques, qui finalement n'aideront pas à avancer. Et on sait très bien que, par exemple, si je parle du Polisario, généralement, il n'a pas présenté une solution praticable. C'est la première fois d'ailleurs qu'une résolution cite le mot, l'introduit. Une solution praticable. Oui. Généralement, parler de réaliste, pragmatique, practicable. Donc, il suffit tout simplement pour lui de dire, ah ben tiens, il faut appliquer le principe d'autodétermination. On sait très bien que ce principe a évolué avec le temps. Il est élastique. On peut parler d'autodétermination interne, parler de la gestion ou l'exploitation des ressources naturelles au profit des populations du Sahara, etc., etc. Je crois qu'il y a un principe qui découle droit de la Charte des Nations Unies. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le chapitre 6, libellé « Règlement pacifique des différends ». Donc on a la conciliation, les consultations. On peut, par exemple, dépêcher des commissions d'enquête. Il y a également le règlement judiciaire, ce que le Maroc a cherché. Le roi Hassan II en 1974, quand il a demandé l'avis consultatif à la Cour internationale de justice. Et donc, je crois que dans ce cadre-là, quand le Conseil de sécurité, d'abord, intervient dans ce cadre-là, notamment le chapitre 6, il veut tout simplement développer une approche négociatoire, souple, qui se base sur le compromis. Donc, il faut présenter des concessions. Le Maroc l'a fait, mais l'autre partie ne l'a jamais fait. Et de ce point de vue, le réalisme voudrait d'abord que l'on mette un peu de l'eau dans le thé, pour ne pas dire autre chose, et sortir des sentiers battus, d'accord ? Sortir de l'impasse actuelle, parce que les considérations liées, je l'ai dit tout à l'heure, à l'autodétermination ont beaucoup changé, énormément changé. Aujourd'hui, on parle de la Covid-19, comment la gérer, l'autonomie stratégique, l'interdépendance, la lutte contre les groupes terroristes qui sillonnent le Sahel, nous y reviendrons peut-être, etc. Le réchauffement du climat, etc. Le Maroc s'inscrit dans l'agenda de l'ONU. Absolument. Donc on peut considérer que, eux considèrent que c'est une résolution déséquilibrée, mais c'est une résolution qui dit les choses. Moi, je pense que le penholder, celui qui a écrit, fait allusion au plan de règlement marocain, tout simplement. Alors, sans le nommer, c'est justement, quand on voit ça, pragmatique, durable, praticable, politique, mutuellement acceptable et basé sur le compromis, si on lit le plan d'autonomie et si on voit ce qui se passe, et comme on le voit souvent, des élections qui viennent de se tenir avec le plus fort taux de participation au niveau national au Sahara. Alors, docteur Biadillah, le point 4 de la résolution. Donc le Conseil de sécurité demande aux partis de reprendre les négociations sous les auspices du secrétaire général sans conditions préalables et de bonne foi. Je voudrais m'arrêter sur cette expression de « et de bonne foi ». C'est pas véritablement un langage diplomatique, et donc autant vous dites que cette définition donc de la solution, c'est la définition du plan d'autonomie. Quand on dit bonne foi, ça veut dire quoi? Les choses sont très simples. Les Nations Unies veulent en finir avec ce problème chronique
qui perturbe tout le monde et qui pose des problèmes de sécurité dans la région où nous sommes. Et donc ils savent que nos amis algériens viennent toujours avec des arrière-pensées et qu'ils ont toujours deux plans, celui qu'ils avancent par le Polisario et un deuxième plan entre leurs mains. Et ils savent qu'il n'y a pas de solution si l'Algérie ne vient pas avec de bonnes intentions et sans arrière-pensée, tout simplement. Très bien. Alors, je reste avec vous. Je vous cite une partie de la déclaration de Omar Hillel, l'ambassadeur, donc le représentant permanent du Maroc à l'ONU. Nous sommes confiants que l'expérience diplomatique de M. Stéphane de Mistura et son impartialité onusienne sont autant d'atouts qui lui permettront de mener à bien son mandat de facilitation du processus politique, sachant que la résolution définit clairement le processus politique comme passant par le système des tables rondes. Alors comment on peut parler de facilitation quand on voit l'hostilité des Algériens depuis quelques mois, rupture, accusations diverses, on est responsable de tout, et l'hostilité est là, et le refus des Algériens au format table ronde. Comment vous voyez les choses maintenant? Si on n'avait pas d'hostilité algérienne, on n'aurait pas besoin d'un facilitateur. On a besoin d'un facilitateur justement pour arrondir les angles des uns et des autres et trouver des compromis intelligents et enfin trouver une solution qui satisfait tout le monde. Et c'est celle de l'autonomie interne. Le facilitateur, oui, ça aurait été peut-être le cas de Horst Köhler, quand les Algériens n'étaient pas véritablement contre le système des tables rondes que Horst Köhler avait mis en place. Là, on refuse. Ils ont sorti, il y a un communiqué, il y a une décision qui a été prise par leur gouvernement. C'était un barreau d'honneur. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas s'en sortir autrement. Et que cette solution de table ronde est un nouveau processus pour pouvoir rapprocher les points de vue des uns et des autres. Pour arriver à ce qu'on dit, c'est-à-dire praticable, durable, politique. Alors, Zakaria Abou Dahab, en termes, encore une fois, de droit international. Donc, nous avons le gouvernement algérien, il vient, il dit non. On refuse les tables rondes, il envoie des communications et des notes à tous les membres du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, bon, on le sait maintenant, insiste, non seulement revient sur le système des tables rondes, mais insiste comme étant le seul processus politique. On imagine que Stéphane de Mistura donc parte à Alger et qu'on lui dise, écoutez, c'est non. Qu'est-ce qui risque de se passer après? Alors, M. Omar Hillel, le représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, avait tenu une conférence de presse dans laquelle il a dit textuellement que si l'Algérie ne revient pas à la table, je dirais des pourparlers, pour ne pas parler de négociations, c'est-à-dire les tables rondes, le Maroc n'y participerait pas. Ça veut dire quoi? Que la participation de l'Algérie, d'abord, ce n'est pas une invitation marocaine, c'est l'invitation de la communauté internationale, le Conseil de sécurité, qui met l'Algérie, si Biadillah l'a rappelé, a été cité 5 fois, qui met l'Algérie devant ses responsabilités. La communauté internationale sait très très bien que l'Algérie a une responsabilité historique, non seulement par rapport au déclenchement du conflit, qui pour nous est un conflit artificiel, tout simplement, mais également de par sa géographie, donc c'est un pays limitrophe, et c'est sur son territoire que les Sahraouis demeurent, existent, vous voyez. Donc les comptes de Tindouf, responsabilité par rapport à la protection des droits de l'homme, responsabilité par rapport, par exemple, à la lutte contre la Covid-19, responsabilité par rapport à l'ouverture des frontières au cas où les visites familiales reviennent, sont rétablies, etc., etc. C'est-à-dire que sa participation est fondamentale. Et donc, sur quoi on va négocier ou on va discuter si le principal, je dirais protagoniste de l'autre côté, le protagoniste dans le sens où il refuse toujours d'admettre sa responsabilité historique, s'il ne siège pas dans les tables de négociation ou de discussion, donc finalement, l'objet de ces discussions va tomber à l'eau, à mon sens. C'est la raison pour laquelle la communauté internationale a tenu absolument donc la résolution 2602 a rappelé la nécessité pour les pays voisins, il ne faut pas oublier la Mauritanie également, compte tenu de sa proximité avec le Maroc et également on va dire, son rôle politiquement souligné dans la recherche d'une solution régionale basée sur le compromis. Donc c'est fondamental. C'est fondamental. Très bien. Alors, en résumé, oui. Pour être plus simple, ça veut dire que le problème est algéro-marocain. S'il n'y a pas l'Algérie en face du Maroc, il n'y aura pas de solution.
Les Marocains ont été clairs, c'est-à-dire nous, on ne se réunit pas avec le Polisario parce que ce n'est pas lui qui décide, c'est les Algériens. Voilà. Donc si les Algériens disent non, on est devant un. Et c'est pas pour dire qu'ils ont créé. Non, ils entretiennent le conflit. Voilà, ils entretiennent le conflit tous les jours. Et donc c'est finalement le Maroc et l'Algérie qui doivent être autour d'une table. Si on écoute M. Ramtan Lamamra, le ministre des Affaires étrangères algérien, je crois qu'il ne parle que de ça. Quand il va en Zambie ou quand il va au Mexique ou quand il va en Norvège, il ne parle que de ça. Et après, ça va être compliqué de dire qu'on n'est pas parti. Ils ont même nommé une personne. On va y revenir tout à l'heure, justement. C'est très, très compliqué. Alors, avant d'y arriver. L'architecture du gouvernement algérien. Oui, donc, Ammar Blani, on va y revenir tout à l'heure. Donc, il y a des questions une question que soulèvent les Algériens et ses alliés sur la question des droits de l'homme. Alors, les droits de l'homme ne sont pas respectés, ça se passe très mal au Sahara, il y a plein de mauvaises choses et tout. Or, il y a donc un point de la résolution où le Conseil de sécurité se félicite à cet égard des mesures et initiatives prises par le Maroc et du rôle joué par le Conseil national des commissions des droits de l'homme, c'est-à-dire le CNDH, opérant à Dakhla et à Laayoune, ainsi que de l'interaction du Maroc avec les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Que veut-on de plus? Non, les Algériens, lorsqu'ils ont vu que le Maroc a gagné cette bataille pour son intégrité territoriale, ont cherché d'autres problèmes. Les droits de l'homme, les ressources naturelles, etc. Ce problème des droits de l'homme, maintenant les Nations Unies et les partenaires algériens et marocains savent que les droits de l'homme au Sahara, dans les provinces sahariennes, sont préservés. Ils ne sont plus jaloux, nous-mêmes, quant aux droits de l'homme de nos femmes et des hommes et nos citoyens au Sahara, et comme le reste du Maroc, que l'Algérie. Et ils savent que le CNDH joue un rôle fondamental et que les commissions de Dakhla et de Laayoune jouent un rôle fondamental, qui sont visités par les gens, qui sont dépositaires d'un mandat national clair pour préserver ces droits de l'homme en cas de problème itinérant à ce sujet dans la région. Mais ça fait quand même au moins, de mémoire, 5 ans que cette phrase revient. Que le Conseil de sécurité se félicite donc des mesures et des initiatives. Et pourtant, ça continue. Et il n'y a pas que il y a tous les alliés, enfin ceux qui restent alliés des Algériens pour leur affaire polisarienne, qui continuent de dire. Est-ce que vous ne voyez pas que... comment vous expliquez qu'on continue d'insister sur ça, alors que chaque année, l'ONU répond? Non, c'est très simple. Ça, c'est un problème de coulisses des Nations Unies. Tous les matins, le délégué algérien vient charger un émissaire de notre État d'un bout de phrase. Toi, tu introduis ça, toi, tu introduis ça, toi, tu introduis ça, et tout simplement. Et c'est l'Algérie, c'est certainement, qui entretient ce feu très doux pour que cette phrase revienne tous les ans dans les résolutions. Alors, il y a une autre phrase qui revient, donc c'est sur le recensement des populations de Tindouf. C'est bien de parler, on parle référendum, on parle autodétermination, mais personne ne sait ce qui se passe dans les camps de Tindouf. Personne, même si on a une idée, personne ne sait quel est l'effectif. Monsieur Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, connaît bien la situation puisqu'il était lui-même au commissaire aux réfugiés. Maintenant, on le redit. Est-ce que vous pensez que cette année, docteur Biadillah, il va y avoir cette pression pourrait donner quelque chose? C'est-à-dire qu'il y a la communauté internationale qui parte voir ce qui se passe dans les camps de Tindouf. Il est très, très difficile que l'Algérie accepte un recensement des populations qui sont dans les camps de Tindouf. Pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est que cette population, qui comporte évidemment une bonne partie de la population du Sahara, qui a été soit emportée par l'armée algérienne et Polisario, soit qui sont partis tout seuls, mais il y a aussi des Algériens du Sud, il y a des gens du nord du Mali, le nord de la Mauritanie, parce que en 1975, il y avait la sécheresse, mais presque la famine. Moi, j'ai passé 21 mois, j'avais la chance de passer presque 21 mois dans les camps de Tindouf pendant le processus d'identification des populations du corps électoral. En 75 Non, en 91. En 91, hein 91. Et donc, je connais les gens, et les chouurs qui étaient avec nous connaissaient les gens. Il y avait des gens, évidemment, de Dakhla, de Laayoune, de Smara, mais il y avait des gens qui étaient du nord de la Mauritanie, du nord du Mali et du sud de l'Algérie, qui appartiennent peut-être, sur le plan tribal et ethnique, aux mêmes tribus qui
qui sont dans les régions, mais qui n'étaient pas dans le recensement espagnol de 1974, 70. Et donc, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que l'aide internationale est inhérente au nombre de la population. À un certain moment, un grand ambassadeur algérien qui s'appelait Ayashi Yakir avait produit un document pour dire que la population dans les cantines était 1 million d'habitants, puis 500 000, puis... alors tout le temps les chiffres varient parce que l'aide internationale est tributaire de ces chiffres. Maintenant que les Nations Unies ont compris que l'aide internationale était vendue au nord de la Mauritanie, au nord du Mali, ils ont essayé de suivre précisément, et même par satellite, compter le nombre d'habitants dans la région. Parce c'est possible de faire ça? Évidemment. Et ils en sont arrivés à quoi? Vous divisez une population en carrés, vous comptez un carré, vous multipliez par le nombre de carrés. Évidemment, c'est très possible. Alors, je voudrais justement entrer avec vous un peu plus sur les détails de comment ça se passe à Tindouf, mais le temps passe vite en discutant de ça. On se retrouve dans quelques instants après la pause. On démarre la deuxième partie du débrief consacré cette semaine à la résolution 2602 qui a été votée donc par le Conseil de sécurité ce vendredi 29 par 13 voix pour et 2 abstentions. Nous en parlons donc pour celles et ceux qui nous rejoignent et bienvenue à elles et à eux. On en parle donc avec le docteur Mohamed Cheikh Biadillah, ancien ministre, ancien président de la Chambre des conseillers, et avec Si Zakaria Aboudahab, professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Zakaria Aboudahab, je voudrais revenir un peu avec vous sur cette question de droits de l'homme qui semble être importante. On se rappelle qu'en 2013, les Américains, on ne sait pas ce qui leur était arrivé, ils voulaient absolument rentrer ça. Refus catégorique du Maroc, c'est une question de souveraineté, je pense. Comment vous voyez cette chose, donc cette insistance du Conseil de sécurité sur le CNDH? C'est toujours la même chose. Moi, j'allais dire c'est une clause de style. En fait, ça n'inquiète pas du tout. Quand on lit le paragraphe qui s'y réfère, encourageant les partis à maintenir et à prioriser leurs efforts respectifs pour renforcer la promotion, la protection des droits de l'homme, etc., eh bien, les efforts déployés par le Maroc en la matière sont encouragés et appuyé par le Conseil de sécurité. C'est en notre faveur, ce n'est pas en notre défaveur. Donc il n'est pas question d'établir un quelconque mécanisme d'observation des droits de l'homme. Et je crois que c'était là la quête du régime algérien. Je ne sais pas s'il y a eu une sorte de coordination avec la représentation russe, on l'avait évoqué au départ, d'après l'agence au moins de presse algérienne. Mais vous savez, Si Biadillah l'a rappelé, dès donc la création du Conseil national des droits de l'homme qui a remplacé le Conseil consultatif des droits de l'homme, la mise sur pied des commissions régionales en la matière, la question est plus ou moins écartée dans le sens où le Maroc s'est inscrit dans le paradigme onusien en la matière. Mais plutôt, c'est la situation dangereuse dans les camps de Tindouf qui est interpellé à mon sens. Et le link avec la question du recensement, je ne sais pas, peut-être les Polisariens veulent se tenir à celui de 74 espagnols, mais véritablement, je crois qu'indirectement, que ce soit l'Algérie ou le Polisario, voudraient que cette question perdure dans le temps parce qu'elle en retire des dividendes stratégiques comme parti, vous voyez. Et donc, ceci dit, je crois que c'est une carte positive pour le Maroc. À chaque fois, il faut la brandir et marteler qu'il n'y aurait pas normalement de solution à ce conflit tant qu'on ne sait pas quelle est la cartographie démographique des populations qui y vivent. Il y a une sorte de blackout sur ce qui se passe là-bas, notamment dans le cadre de la Covid-19 aujourd'hui, la pandémie. Alors justement, à propos de pandémie, docteur Biadillah, il y a une phrase, encore une fois, donc c'est le préambule de la... C'est les comment on appelle ça? Pas les attendus, les considérants, les attendus. Oui. Donc avant la résolution, je lis. Notant, je vous laisse commenter, donc toujours sur la Covid-19. Notant avec une profonde inquiétude, c'est le Conseil de sécurité, les difficultés persistantes auxquelles sont confrontés les réfugiés sahraouis, leur dépendance à l'égard de l'aide humanitaire extérieure et l'impact de la pandémie Covid-19. Et notant en outre avec une profonde inquiétude l'insuffisance du financement pour ceux qui vivent dans les camps de réfugiés de Tindouf et les risques associés à la réduction de l'aide humanitaire. C'est une manière pour l'ONU de dire attention, ça ne va pas. Parce que quand on parle de l'impact de la pandémie de Covid, je pense que ça a été bien géré dans ce pays, tout le monde le sait, Sahara a compris, province du Sud comprise. Donc comment vous voyez vous lisez cette phrase aussi? Profonde inquiétude.
Il y a beaucoup de profondes inquiétudes, on y reviendra. Vous savez, notre pays a très bien géré cette pandémie de la Covid, avec une anticipation extraordinaire sur la pandémie. Et les membres de la MINURSO ont été vaccinés comme tous les Marocains. Et je pense que le Maroc voulait aussi peut-être vacciner la population marocaine qui est dans le camp de Tindouf. Et moi, je pense que cette phrase traduit effectivement la situation dans les camps de Tindouf. Et si Rali a été atteint par le Covid, il a été hospitalisé en catimini en Espagne, c'est que les pauvres gens qui sont dans les camps sont encore plus vulnérables. Mais comme il y a un blackout, comme il n'y a pas de visite, comme on n'a pas d'informations, comme il n'y a pas d'ONG, comme il n'y a pas de journaux, comme les Algériens n'en parlent pas, nous ne connaissons pas la vraie situation dans les camps de Tindouf. Mais de temps en temps, nous apprenons par surtout le lui dire qu'un tel est mort, une telle est morte, un tel est mort. Je pense que la situation sanitaire, dans sa globalité, est inquiétante dans les camps de Tindouf. Alors, on va rester sur ce terme de inquiétant qui va revenir. Parce que ce n'est pas uniquement le problème des virus. C'est aussi le problème, je parle en tant que médecin, de manque vitaminé, de vitamines, de régime alimentaire, de loisirs. C'est un ensemble. D'où l'aide humanitaire et l'insuffisance du financement dont il parle. La dépendance à l'égard de l'aide humanitaire et l'insuffisance du financement. D'accord. Dans la présentation, je n'ai pas dit que le docteur, même si je dis docteur Biadillah, est médecin et chirurgien. Donc il connaît les choses. Alors on va rester... Je suis interniste. Ah, autant pour moi. Donc vous connaissez bien les situations internes là-bas. Alors sur l'inquiétude, on va rester sur le Conseil de sécurité se dit souvent profondément inquiet. Et là, il se dit donc c'est pour vous, Zakaria Bouddha, profondément inquiet de la rupture du cessez-le-feu. Bon, le Maroc n'a jamais dit qu'il avait rompu le cessez-le-feu. Il a fait une opération d'assainissement du côté de Guelgalat. C'était le 13 novembre de mémoire. Oui. Donc c'était après la résolution. Avant la résolution 2548, donc le Maroc avait informé l'ONU qu'il y avait des mouvements de troupes dans la région. Entre-temps, il y a eu donc le Polisario qui a décidé de rompre le cessez-le-feu. Il n'a pas arrêté de les dire et nous en sommes à peu près à 240 communiqués martiaux où, à croire ce qui se lit, le Maroc est à feu et à sang. Et donc, dans son rapport de cette année 2021, le secrétaire général de l'ONU est revenu sur ça. Donc, comment vous voyez, est-ce que c'est pas tout simplement une condamnation implicite du Polisario, en attendant peut-être plus? Je le crois fortement. Alors, ceci dit, toute l'architecture et l'édifice qui a été construit en termes de gestion de cette crise et de ce conflit a été bâti ou ont été bâtis en 91. Juste avant, il y avait le plan de règlement. À l'époque, c'était M. Pérez de Cuellar qui l'a un peu supervisé. Le Maroc l'a accepté après moult tractations. En 91, il y a l'adoption de la résolution qui a mis sur pied la MINURSO et un cessez-le-feu a été décrété. Donc si le cessez-le-feu a été rompu, je crois par les agissements des milices armées, du Polisario, qui prétendaient que en fait, leur intervention était pacifiste, mais on le sait, il s'agissait tout simplement de provoquer le Maroc, qui a bien compris la nécessité d'éviter le piège et ne pas être, si vous voulez, accusé de l'avoir rompu. Au contraire, l'intervention du Maroc, d'ailleurs, qui a été... on va dire, apprécié dans le cadre du rapport que vous avez cité, c'est Aziz, du 1er octobre 2021, c'est la garantie et le rétablissement de la liberté de circulation. Car il s'agit là d'une question vitale. Le Maroc transporte à travers des camionneurs des vivres, des denrées alimentaires, etc., à l'Afrique de l'Ouest, de façon générale. Alors, ceci dit, les provocations ne datent pas d'aujourd'hui ni d'hier. Il y a longtemps, et je crois qu'il y a une sorte de tactique qui a été orchestré, voulant tout simplement pousser vers une sorte d'imagerie ou de... c'est une sorte de narration qu'on voulait tout simplement créer, c'est-à-dire se libérer des engagements datant de 91 et au-delà, et permettre peut-être, ou préparer,
le terrain à l'Algérie pour décider la rupture des relations diplomatiques. Je crois que les lignes géopolitiques avaient changé au moment où M. Donald Trump, donc l'administration américaine, avait reconnu la marocanité du Sahara, et puis tous ces gains diplomatiques, l'ouverture de beaucoup de consulats dans les villes marocaines du Sud, Dakhla, Laayoune, etc. Le retour du Maroc à l'Union africaine en janvier 2017, ces éléments conjugués ainsi que d'autres succès avaient plus ou moins montré à l'autre partie, Polisario et l'Algérie confondus, que finalement, c'est comme si leur cause, entre guillemets, était perdue. Donc, qu'est-ce qui restait ? Changer de tactique et montrer que le Maroc, en fait, avait transgressé le cessez-le-feu. Il faut qu'on le comprenne. D'accord ? Ceci dit, il n'y a pas de condamnation adressée contre le Maroc par rapport à cette question du cessez-le-feu. Il y avait eu des échanges de correspondance. Mais comme vous l'avez dit, si on utilise un peu les figures de style et la stylistique, on comprend qu'implicitement, en fait, l'Algérie aurait été le responsable de cette situation, sachant bien que sa démarche dire qu'il s'agit de terres libérées, alors qu'en fait, ce sont des terres qui font partie de ce qu'on appelle les zones tampons, qui doivent être démilitarisées, ne tiennent pas la route. Donc, ceci dit, je crois, sur le plan opérationnel, la responsabilité est avérée par rapport aux agissements provocateurs du Polisario qui, à mon sens, dénotent d'une sorte de décadence et de dislocation. Alors, docteur Biadilla, vous avez été donc à Tindouf il y a une trentaine d'années. Je voudrais revenir sur ce problème. Oui, c'est justement sur ça que je voulais vous interroger. Comment vous voyez les choses à votre niveau, puisque vous étiez à Tindouf, vous avez parlé à ces gens-là. Comment leur mécanique mentale pour faire des choses comme ça, 240 communiqués, comment vous voyez les choses? Je pense d'abord que les Nations Unies, c'est un warning. Et c'est avertissement. C'est un avertissement qu'il ne faut pas toucher le cessez-le-feu, qu'il ne faut pas le rompre. Oui. Le Maroc a déclaré qu'il respecte le cessez-le-feu. Le Polisario a déclaré qu'il va rompre le cessez-le-feu. Le Polisario, c'est l'Algérie qui est derrière. Donc les Nations Unies ont compris, s'il vous plaît, ne touchez pas au cessez-le-feu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Guerguerat, c'était une tentative de l'Algérie de faire passer le Polisario vers l'océan Atlantique et couper le Maroc, donc, au niveau de Guerguerat. Et le Maroc avait très bien réagi, à très haut niveau, et de façon paisible et tranquille, sans dégâts. Et les Nations Unies le savent. Et donc, ce problème de Guerguerat est un problème fondamental. Fondamental. Ce n'est pas un incident de parcours comme ça qui est arrivé, non. C'est une opération qui a été concertée, étudiée, avec une architecture et avec une vision d'aller vers l'Atlantique. On l'a compris dès le début. Et donc, reprendre le Guerguerat, évidemment, c'est assurer... Qu'est-ce que ça leur apporte d'aller à l'Atlantique avec 2 véhicules et 10 personnes? Non, c'est pas uniquement... Après, c'est le transfert de la population, c'est l'armée algérienne, c'est l'Algérie, c'est terminé. Il n'y a pas de Marocains là-bas, il n'y a pas d'ONU, il n'y a pas de MINURSO, ils font ce qu'ils veulent Ils pensent qu'ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, on a repris le Guerguerat. On va la développer. C'est une nouvelle ville, c'est un nouveau pôle de développement des régions sahariennes, des régions marocaines. On a rétabli la continuité de l'Europe avec l'Afrique à travers le Maroc. Si vous voulez, c'est l'ancienne, ce qu'on appelait à l'époque la route Tanger-Lagos, qui était dans le plan de la défunte OIA à l'époque, qui est toujours sur le plan stratégique inscrite dans l'ordre des choses entre les Africains et les Européens. Et donc c'est une artère vitale, aussi bien pour l'Afrique de l'Ouest, mais aussi pour l'Europe, parce que c'est la jonction terrestre de l'Europe avec l'Afrique en entier. Et donc, c'est un problème d'une importance capitale. Peut-être on le minimise, parce qu'à Guerguerat, il n'y a pas de café, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de machin, mais c'est quelque chose de stratégique, c'est pas n'importe quoi. Et donc, ils ont échoué sur ce plan stratégique. Donc, l'échec diplomatique avec l'Afrique, l'échec de l'Algérie qui n'a pas le territoire, l'échec du Guerguerat, c'est trop d'échecs pour l'Algérie et pour le Polisario. Et donc, on le comprend aisément.
Alors, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Je vous ai dit, on va y revenir à la question de Ammar Belhadi. Donc, nous avons une rupture du cessez-le-feu déclaré du Polisario, c'est-à-dire de l'Algérie. Nous avons une rupture des relations diplomatiques parce que, donc, on aurait fait beaucoup de choses. La revue Le Jeish algérienne de juillet remonte jusqu'à Jugurtha, c'est-à-dire jusqu'à l'Empire romain. Donc nous sommes, pour revenir à des choses plus récentes, nous sommes responsables de la Kabylie, nous sommes responsables du meurtre, enfin du lynchage d'un jeune homme en Kabylie, donc rupture des relations diplomatiques. Et puis l'Algérie, donc avec Ramtan Lamamra qui est revenu aux affaires à début juillet, nomme un envoyé spécial. Alors son titre, c'est envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, Ammar Belhadi. Je vous repose la question que je vous ai posée il y a un instant sur le Polisario, mais comment on peut considérer la réflexion des Algériens du Polisario? Est-ce qu'on vit en cercle fermé? Est-ce qu'on fait fi de toute légalité internationale ou même de toute logique internationale? Et vous avez ce monsieur-là donc qui contacte les membres du Conseil de sécurité et qui leur dit un tas de choses. Et après, on n'est pas parti. Est-ce que c'est pas ça qui a quelque part donné une sorte, pas d'irritation, de quelque chose, une avancée de la communauté internationale? C'est pas ce genre de contradiction? Vous savez, une analyse fine du discours algérien vous rend fou. L'Algérie a mal au Maroc. L'Algérie parle de tariqa tijaniya comme tariqa algérienne. L'Algérie dit nous sommes les premiers à avoir reconnu les États-Unis. Oui. Le discours de son Excellence le Président Tebboune était enflammé. Parce que la déclaration de guerre. On ne comprend rien. Mais de l'autre côté, beaucoup de voix algériennes, aussi bien en Algérie qu'en Europe, sont étonnées de l'animosité qui fait bouger l'Algérie contre le Maroc. Les peuples sont des amis, c'est des mêmes familles. Mais le langage politique traduit une volonté d'externaliser les problèmes internes algériens et d'avoir un abcès de fixation à l'extérieur. Et le seul abcès de fixation, c'est bien le Maroc. Pour les Algériens, le Maroc est aussi un peu la France, parce qu'on voit qu'un discours absolument agressif vis-à-vis de la France. Je crois que c'est ça aussi qui explique un peu les choses. Alors, Zakaria Abou-Taheb, la position de la Russie, je voudrais en revenir un petit peu. Est-ce que c'est tenable à terme, à la lumière des propos que dit le docteur Biadil, cette animosité, est-ce que les Russes ne comprennent pas quelque part aussi qu'il y a un problème? Est-ce qu'on peut tout expliquer par les ventes d'armes? Est-ce qu'on peut tout expliquer par les enjeux géopolitiques qu'il y a? Et comment expliquer le fait qu'il y a eu du remous au Conseil de sécurité mercredi, et puis vendredi, c'est la même résolution qui avait été proposée mercredi qui passe. Donc comment entrer finement dans la relation Russie-Algérie, essayer de comprendre ses ressorts pour l'année à venir? L'histoire est là pour rappeler qu'historiquement, compte tenu de l'appartenance des deux pays à un système dit communiste, socialiste, socialisme d'État, interventionniste, etc., donc il y a une sorte de connexion je dirais un peu idéologique, voire même spirituelle, parfois même nostalgique. Deuxièmement, je ne pense pas qu'on puisse parler d'animosité russe à l'égard du Maroc, au contraire. Non, c'est pas ce qu'il a dit, c'est pas ce que vous avez dit. Non, j'ai pas dit. Non, c'est pas... Voilà, non, c'est l'animosité algérienne. Non, les Russes ne sont pas animosité. Non. Mais c'est-à-dire que, Dr Biadil a rappelé, par exemple, que nous avons un accord de pêche très important qui inclut les eaux du Sahara dans cet accord, dans son champ d'application. Je pense que les diplomates savent très bien que les tractations de départ, finalement... il y a celles qui sont déclarées, celles qui ne le sont pas, mais plutôt l'approche russe est à apprécier par rapport aux États-Unis, voire même par rapport à la France, et non pas par rapport au Maroc. Car au final, officiellement, les documents sont là. La Russie n'a pas voté contre la résolution. Elle s'est abstenue. Donc l'abstention, c'est une position plus ou moins neutre, on va dire. Je vais exprimer mais excusez-moi, oui, allez-y. C'est Zakaria Abou-Taheb. Un vote de refus par la Tunisie, par le Mexique, par n'importe quel des noms permanents est un vote de refus, mais un refus russe, c'est un veto. C'est une abstention. Non, eux, ils sont abstenus. Mais vous avez dit, ils n'ont pas voté non, ils se sont abstenus. S'ils avaient voté non, c'est grave, parce que ça devient un veto. Non, la Chine l'a fait auparavant, mais cela n'a pas empêché la Chine... Sur le Sahara? Oui, d'annoncer un projet gigantesque au nord du Maroc,
Tanger high-tech, la ville Mohamed VI, etc. Je crois que ça, au niveau des grandes puissances, the great game, le grand jeu, il y a ceci et cela. Donc, je ne vote pas pour parce que vous avez pris une position contre par rapport à la Syrie ou par rapport à l'Iran, etc. Et les puissances internationales se distribuent ce genre d'approche, si vous voulez. Et on sait très bien qu'avec également la France, il y a cette question de Wagner, le groupe de sécurité privée au Mali, il y a le précédent en Centrafrique, la République centrafricaine, etc. Donc, je ne pense pas que la position russe soit exprimée contre le Maroc. Tout simplement, elle a dit que ces propositions n'avaient pas été prises en considération par la résolution 2602. C'est la raison pour laquelle elle s'est tout simplement abstenue de voter. Donc, ce n'est pas une position négative à l'égard d'un processus politique tant attendu, tant souhaité, tant voulu, parce que la Russie, je crois, a également des projections géopolitiques en Afrique du Nord, incluant aussi le Maroc, attention. Oui, donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est en fait les crispations qu'il y a à l'international, je crois, qu'on disait au début, avec cette zone géopolitique qui est très remuante, très turbulente, et que donc les Russes, c'est contre les Américains, les Français qui règlent les comptes avec les Russes pour l'affaire du Mali et l'affaire de la Centrafrique, les Chinois qui observent. Donc, quelque part, il n'y a pas que l'affaire du Sahara qui est en train... pardon, Aziz, si je puis ajouter un élément. L'Algérie a pris une position, on va dire, positive par rapport à ce qui se passe au Mali, le deuxième coup d'État. D'accord, ça c'est important. Et donc il y a une collaboration. Je crois même, M. Amamra avait rencontré le président de la junte militaire qui avait annoncé le coup d'État, ce qui a froissé les Français. N'oublions pas que M. Macron avait déclaré que l'armée française allait se retirer. Avait parlé, j'avais vu ça avec son homologue malien, en lui parlant, bon, alors le ministre des Affaires étrangères malien a des problèmes au Mali pour Tout à fait. Et la Mamara lui parlait de décolonisation, respect des peuples, enfin, et pour faire les yeux doux à l'égard de l'Algérie, eh bien la Russie a pris cette position, je dirais, plus tactique. Voilà. D'accord. Donc, pour chercher une tranchée. sorte de profondeur géostratégique, parce que l'Algérie, c'est quand même un État continent, il faut le dire. Sa présence est importante au niveau de la gestion des conflits au Sahel, au Sahara, hein, d'accord, que ce soit au niveau du G5, dont elle ne fait pas partie, mais la Mauritanie en fait partie, avec le Tchad, le Burkina Faso, le Niger... Et je pense le Burkina Faso, exactement. Et donc, ceci dit, ça reste quand même Tchad, Mali, un acteur important à ne pas oublier. Moi, je pense qu'il y a un élément dont il faut tenir compte, c'est le rapport de force entre le Maroc et l'Algérie, déséquilibré en faveur du Maroc. Donc, la plupart les Allemands, d'ailleurs, font le maximum pour ramener le Maroc un peu plus bas pour qu'il y ait un équilibre. qui avait dit ça d'une manière totalement inconsidérée, incompréhensible. Entre l'Algérie et les Maroc. Mais malheureusement, le rayonnement du Maroc sur le plan international, la participation du Maroc dans le maintien de la paix dans le monde, il a cité la Centrafrique, font que le Maroc ne peut pas être comparé à l'Algérie sur ce plan. La politique des affaires étrangères, notre relation avec l'Afrique subsaharienne, avec l'Amérique latine, avec le monde, fait que nous sommes un pays émergent dans son nouvel ordre international qui se dessine. Oui. Et l'Algérie stagne, peut-être même recule. Et donc il y a une tentative occidentale pour essayer de freiner le Maroc pour ne pas aller plus loin. Rappelez-vous du discours de Charles de Gaulle avec Pierre Fitt, son ministre, sur le Maroc et l'Algérie. Laissez-les se battre. Cette idée persiste toujours. Et donc, il faut en tenir compte. Mais il y a quand même des considérations, au-delà de géopolitique, mais géoéconomiques qui sont importantes, qui font que, on ne peut pas les laisser se battre maintenant, parce que, c'est ce qu'avait dit un diplomate français dont je n'ai pas gardé le nom, le Maroc a mis 8 milliards de dollars sur son territoire sud. Ça veut dire que le Maroc est sûr de ce qu'il fait. Et quand on met 8 milliards dans un territoire, quelle que soit la population de ce territoire, eh bien, ça veut dire qu'on y tient. Alors, je reste avec vous, c'est Mohamed Cheikh Biadillah. Et on reste aussi en Afrique. De plus en plus de voix s'élèvent pour sortir la pseudo-race donc, de l'Union africaine. Le Maroc n'a pas encore pris position là-dessus, mais est-ce que vous pensez que c'est faisable, que c'est envisageable, que c'est probable, que c'est imminent, que c'est... L'impossible n'est pas français, disait Napoléon. Oui, impossible n'est pas français. Français. Donc évidemment, le Polisario sortira tôt ou tard de l'Union africaine. Edim Kodjo n'est plus là.
Edem Kodjo, ça remonte à 84. C'est l'ancien secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Donc c'est la source aussi de la sortie du Maroc de l'unité africaine. C'est une question de temps. Vous en pensez quoi, Zakaria Boudaheb, sur cette suspension, exclusion de la race de l'Union africaine? Alors, on dit en droit, l'accessoire suit le principal. L'accessoire suit le principal. Je vois le principal. C'est quand 81 puis en 84, l'admission d'une république qui ne répond pas aux critères de droit international, un territoire reconnu, un pouvoir politique organisé, une population identifiée, ne peut pas avoir les attributs d'un État. Il ne fallait pas l'admettre, donc c'était une violation de la charte de l'OUA à l'époque. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, absolument, l'ancien président du Togo à l'époque, qui présidait la commission de l'OUA. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, cette ambivalence, l'existence d'une part d'un mouvement séparatiste qui se croit défendre une cause légitime et en même temps une république fantoche, crée une ambiguïté dans le traitement de ce dossier. Donc par conséquent, je crois qu'au niveau de l'Union africaine, il faut absolument que cette question de procédure, comme le disent les juristes, préjudicielle, soit donc rétablie pour vérifier si effectivement aujourd'hui cette république fantoche répond aux critères pour qu'elle continue à siéger au sein de cette Union africaine. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. L'émission arrive à sa fin. Donc, nous parlions de cette résolution 2602 qui a été votée vendredi 29 par 13 voix pour et 2 abstentions. On attend la suite des événements. La suite des événements, ça devrait être donc le nouvel envoyé spécial personnel du secrétaire général de l'ONU qui devrait faire une visite dans la région. Nous allons voir comment cela va se passer et nous serons là pour traiter, commenter et analyser les événements à venir. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.